Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APAG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies, ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, c'est aussi la possibilité à chaque émission d'écouter ou de podcaster à part la partie pédagogique où un spécialiste vient présenter un document et un personnage que vous pourrez réutiliser dans vos classes. Delphine Diaz, on se retrouve dans cette deuxième partie de l'émission où vous allez nous présenter à la fois un document essentiel pour vous à enseigner dans ce chapitre et puis un personnage. Alors on va commencer peut-être par ce personnage qui est une princesse lombarde. J'ai fait le choix en effet de cette princesse lombarde qui s'appelle Cristina Trivulzio di Belgioioso, qui est née en 1808 à Milan, qui a été mariée très jeune à un prince milanais, Emilio Barbiano di Belgioioso, donc qui donne son nom en 1824, et dont elle se sépare assez rapidement. Et c'est une princesse qui va avoir des idées politiques assez vite très, très affirmées, qui s'exile à Paris à cause de son engagement au profit de la cause libérale, et qui s'établit donc dans la capitale française en 1831. Elle va devenir un personnage assez incontournable de la sociabilité parisienne, puisque à partir du printemps 1831, donc dès son arrivée, elle est régulièrement invitée dans le salon du général de Lafayette, qui va devenir une véritable plateforme de rencontre pour ces exilés libéraux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, elle va elle-même ouvrir un salon de manière régulière à partir de 1835. Un salon qui va devenir un lieu de sociabilité à la fois pour les réfugiés italiens, venus de différents États italiens, puisqu'on le sait, l'Italie est elle-même morcelée depuis le Congrès de Vienne, et des hommes de lettres français. Je pense par exemple à l'historien François-Auguste Mignet, dont elle va devenir la maîtresse, ou encore le poète Alfred de Musset, qui fréquente aussi son salon. Donc son salon est un vrai lieu de discussion, un vrai lieu de sociabilité. Par exemple, on sait que Niccolò Tommaseo, qui va être l'auteur des grands dictionnaires de la langue italienne au XIXe siècle, le fréquente aussi abondamment, donc c'est vraiment un lieu important pour les réfugiés italiens, mais aussi pour la sociabilité parisienne. Cette princesse lombarde va poursuivre son activité politique sous d'autres modalités, sous d'autres formes, en particulier avec la publication de journaux. Donc j'en profite aussi pour dire effectivement que tous ces exilés et réfugiés politiques qui circulaient en Europe ne cessaient de publier des opuscules, de traduire des textes, mais également publier des journaux, des périodiques. En l'occurrence, elle va publier donc deux périodiques entre 1845 et 1848, publiés à Paris, en langue italienne, la Gazzetta Italiana e l'Ausone. En 1848, elle rentre à Milan pour soutenir la cause nationale italienne. Elle est finalement dépossédée de ses propriétés par les Autrichiens, puis ensuite elle va aussi s'impliquer dans l'expérience brève de la République romaine en 1849. Et une fois que l'expédition française va mettre fin à l'expérience de cette République romaine, elle va devoir quitter Rome en urgence, en exil là encore, et va finalement errer à travers l'Empire ottoman, où elle va tenter aussi de s'installer, de fonder une propriété. Elle va tirer tout un ensemble de récits de voyage de cette expérience dans l'Empire ottoman, où elle est à la fois exilée et voyageuse, donc une identité un petit peu trouble. Et finalement, donc, elle meurt à Milan en 1871, 10 ans après la proclamation de l'unité italienne, et quelques mois avant que Rome ne devienne officiellement capitale du royaume d'Italie. Donc j'ai trouvé que c'était un personnage particulièrement intéressant, puisqu'elle nous permet finalement de relier plusieurs contextes nationaux du fait même de son itinéraire migratoire, qui a été très riche, et puis même quand elle était exilée, elle a pu faire des allers-retours entre Paris et la Lombardie, donc ça, voilà, c'est très intéressant de voir que on a de multiples identités qui se superposent.
Oui, c'est vrai que surtout le fait, quand on pense à l'Italie, vous aviez évoqué Mazzini tout à l'heure, c'est vrai que c'est intéressant le fait qu'il y ait une femme déjà. Par rapport au programme, c'est bien de montrer aux élèves le rôle des femmes aussi qui n'a pas été que secondaire dans ces mouvements nationalistes. Et du coup, vous nous proposez deux choses. Alors, vous nous proposez son portrait, hein, et puis vous nous proposez aussi un texte qui est lié à ce qu'elle a fait, à son travail. Un portrait de Belgiojoso qui est réalisé par Henri Lehmann à Paris en 1843. Alors là aussi, c'est pas un hasard si j'ai choisi ce portrait. Donc c'est un portrait qui est donc peint par un Allemand, un peintre allemand qui est arrivé en France en 1831, au moment où plein d'autres exilés allemands arrivaient dans la capitale, attirés par la Révolution de Juillet. Lehmann donc s'est installé à Paris où il est devenu l'élève d'Ingres. Il s'est fait naturaliser français en 1847, donc après la réalisation de ce portrait, a ouvert son propre atelier en 1847 également. Donc là, on a un portrait de 1843 qui a été présenté au Salon en 1844 et qui a été très très mal reçu par la critique, puisqu'on a reproché à Lehmann d'avoir figé le visage de la Belgiojoso, de l'avoir rendu laide. Donc là aussi, il y a tout un discours sur la beauté féminine qui se développe, puisqu'on estime que là, elle est représentée trop maigre, avec des trop grands yeux par rapport au reste du visage. Donc il y a tout un discours très très normatif sur la beauté féminine qui se dégage de ce portrait de la Belgiojoso, qui est donc un véritable personnage dans cette socialité parisienne. La réception, la critique du portrait le montre, Baudelaire étant lui aussi très très dur envers ce portrait réalisé par Lehmann. Donc là, on est aussi à un moment, en 1843-44, où la princesse va devenir très très proche de Franz Liszt, donc, qui vient de rompre avec Marie Dagout. Donc on voit aussi à quel point, à travers le commentaire qu'on peut faire de ce portrait, on voit effectivement combien le Paris de cette époque est un Paris éminemment cosmopolite, qui va permettre à ces différents exilés, mais aussi artistes, créateurs, peintres, musiciens, de se rencontrer et de dialoguer. Par ailleurs, j'ai également fait le choix d'un texte, donc un article intitulé L'Italie et la Révolution italienne de 1848, qui est écrit par la Belgiojoso en français et publié dans la Revue des Deux Mondes. Donc c'est un texte qui parle de la guerre de Lombardie, du siège et de la capitulation de Milan, à l'issue des journées révolutionnaires de Milan en mars 1848. Donc ici, ce texte, je vous laisserai bien sûr le lire, mais raconte comment elle va passer de Naples à Milan via Gênes et comment la Belgiojoso va mobiliser des volontaires napolitains pour venir participer au combat révolutionnaire à Milan. Sachant effectivement qu'elle était peu de temps avant aussi exilée en France. Donc ça nous montre aussi, là, à travers cet itinéraire et à travers la façon dont elle le met en scène, puisqu'il y a une véritable mise en scène, dans la description qu'elle fait d'elle-même dans l'article en question, elle se dépeint comme une pionnière, comme une femme qui donne l'initiative, qui fédère un ensemble de plusieurs centaines de volontaires napolitains. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est que finalement, ça nous permet d'entrer finalement dans la vie concrète des révolutionnaires, nous raconter aussi comment se passent concrètement les conditions du voyage, qui sont faites à la hâte pour arriver à temps sur le théâtre de la Révolution, et l'intérêt porté aux conditions d'embarcation, au voyage lui-même, donc à la traversée, qui est ici décrite avec une abondance de détails. Et également l'arrivée à Milan, où la Belgiojoso raconte comment les rues sont encore encombrées de barricades, et son émotion en voyant flotter un drapeau aux couleurs italiennes dans les rues de Milan. Quel intérêt donc de ce document? C'est effectivement de restituer aussi la voix d'une femme, d'une exilée, mais aussi d'une révolutionnaire. J'insisterai aussi sur l'après, dire que après ce texte et après sa participation, donc son arrivée à Milan, la princesse va aussi avoir un rôle essentiel dans la République romaine en 1849. Soulignons par exemple qu'elle va s'impliquer en particulier dans la mobilisation des hôpitaux et des ambulances au profit des blessés des républicains romains, et qu'elle va aussi elle-même connaître encore une fois l'exil, après 1849, va être contrainte de s'embarquer pour Malte, et sa fuite donc va la mener jusqu'à l'Anatolie dans l'Empire ottoman.
Ce qui est intéressant également, c'est de dire que la Belle-Joyeuse n'a cessé de publier des articles à la fois sur son expérience de révolutionnaire en 1848 et en 49, mais aussi ensuite sur son expérience dans l'Empire ottoman. Elle a publié pour une grande diversité de journaux français. Ici, on a un extrait de la Revue des Deux Mondes, mais elle a aussi publié par exemple pour Le National, et elle a aussi publié dans ces années, par exemple, pour d'autres organes de presse. Je pense par exemple à la Démocratie pacifique, l'organe des fourriéristes, pour lequel elle a aussi publié en 1849 sur la République romaine. Donc un texte qui insiste sur les circulations révolutionnaires, mais qui insiste aussi sur les circulations de l'écrit, qui permettent aussi à ces révolutions d'exister, de se faire connaître, et d'avoir une mémoire lorsqu'elles sont réprimées, comme beaucoup de celles de 1848-49. Delphine Diaz, merci pour ce beau portrait d'une inconnue célèbre, en tout cas d'une femme révolutionnaire, la princesse Belle-Joyeuse. Je rappelle que vous pouvez retrouver ce portrait ainsi que le document issu de la Revue des Deux Mondes sur le site apag.fr. Merci Delphine Diaz. Merci. Retrouvez-nous sur Twitter @brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de l'APAG www.apag.fr.